On m'a souvent demandé pourquoi nous n'avions jamais parlé de la face cachée de la Lune. La vérité, c'est que personne ne nous a jamais dit de mentir. Bonsoir, ici la nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Robert James Ellison. Ce nom n'apparaît pas dans les livres d'histoire de la conquête spatiale. Il n'apparaît pas sur les plaques commémoratives, ni dans les documentaires que l'on diffuse à chaque anniversaire des missions Apollo. Je n'ai jamais été interviewé par les grandes chaînes de télévision. Je n'ai jamais écrit de mémoire. Je n'ai jamais participé aux cérémonies officielles où les anciens astronautes serrent des mains et posent pour des photographies avec des présidents. Mon nom apparaît dans les archives de la NASA, dans les listes de personnel, dans les rapports techniques classifiés qui dorment dans des entrepôts fédéraux depuis plus de 50 ans. Je suis une note de bas de page dans l'histoire de l'exploration spatiale, un technicien parmi d'autres, un rouage dans une machine immense. C'est exactement ce qu'il voulait. J'ai 83 ans aujourd'hui. Un cancer du pancréas, stade 4, diagnostiqué il y a 7 mois. Les médecins ont cessé de parler de traitement. Ils parlent de confort maintenant, de gestion de la douleur, d'accompagnement. Ce sont des mots polis pour dire que je vais mourir et que personne ne peut rien y faire. Ma femme est morte il y a 12 ans. Mes enfants vivent à l'autre bout du pays. Ils m'appellent le dimanche parfois. Des conversations brèves, polies, embarrassées. Ils ne savent pas quoi me dire. Je ne sais pas quoi leur dire non plus. Il y a eu trop de silence entre nous pendant trop longtemps. Le silence, c'est le mot qui définit ma vie. 52 ans de silence. En 1972, j'ai signé les documents. Des formulaires officiels, tamponnés par des agences dont les acronymes ne signifiaient rien pour moi à l'époque. Des clauses de confidentialité qui stipulaient que certaines informations relatives à mes fonctions ne devaient jamais être divulguées sous aucun prétexte pour une durée indéterminée. On m'a expliqué que la violation de ces accords entraînerait des poursuites fédérales, la révocation de ma pension et potentiellement des peines d'emprisonnement. J'ai signé sans poser de questions. C'était comme ça à l'époque. On ne questionnait pas l'autorité, on ne remettait pas en cause les procédures, on faisait confiance au système. J'avais 30 ans, une carrière prometteuse, une femme enceinte de notre premier enfant, tout l'avenir devant moi. J'ai signé et j'ai gardé le silence. Pendant 52 ans. Je ne cherche pas à me justifier. Je ne cherche pas la sympathie ni le pardon. Ce que j'ai fait, ce que nous avons tous fait, était peut-être nécessaire. Peut-être que le silence était la seule option. Peut-être que ce que je m'apprête à écrire est une erreur terrible, la dernière d'une longue série. Mais je vais mourir. Dans quelques semaines, peut-être quelques jours. Et le silence est devenu plus lourd que la peur, plus lourd que les conséquences. Plus lourd que tout ce qui pourrait encore me faire. Je vais écrire ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris au fil des décennies. Et puis je mourrai, et ce sera terminé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre le contexte. Le programme Apollo n'était pas seulement une entreprise scientifique, c'était une guerre. Une guerre froide, certes, mais une guerre quand même. Les Soviétiques avaient mis le premier homme dans l'espace. Ils avaient lancé le premier satellite. À chaque étape, ils nous devançaient, et chaque victoire soviétique était une défaite américaine. Kennedy a promis la Lune en 1961, pas parce que c'était le rêve de l'humanité, pas parce que c'était la prochaine frontière logique, parce que c'était la seule chose que les Soviétiques n'avaient pas encore accomplie. La seule victoire qui pouvait effacer toutes les défaites précédentes. Je suis entré à la NASA en 1975, j'avais 23 ans, un diplôme d'ingénieur en télécommunications d'unité, et une fascination pour l'espace qui remontait à l'enfance. Comme tous les garçons de ma génération, j'avais grandi en regardant le ciel, en rêvant de fusées et d'étoiles lointaines. La réalité était différente. La NASA n'était pas un temple de la science pure. C'était une bureaucratie militaro-industrielle, financée par des milliards de dollars de fonds publics, soumise à des pressions politiques constantes. Nous n'explorions pas l'espace par curiosité. Nous le conquérions par nécessité stratégique. J'ai travaillé sur les systèmes de communication. D'abord au sol, au centre de contrôle de Houston. Puis, progressivement, sur les équipements embarqués. J'ai participé à la conception des protocoles de transmission entre les modules lunaires et la Terre. J'ai testé des antennes, calibré des récepteurs, vérifié des circuits.
C'était un travail technique, méticuleux, souvent ennuyeux. Des heures passées à analyser des spectres de fréquences, à optimiser des ratios signal-bruit, à rédiger des rapports que personne ne lirait jamais. Mais c'était important. Sans communication fiable, les astronautes seraient seuls dans le vide, coupés de tout soutien, de tout conseil, de toute humanité. En 1968, j'ai été sélectionné pour le programme d'entraînement des spécialistes de mission. Pas pour devenir astronaute à proprement parler. Je n'avais pas le profil des pilotes héroïques qu'on envoyait devant les caméras, mais pour faire partie des équipages de soutien. Les gens dont on ne parle jamais, les techniciens qui accompagnent les missions, qui restent en orbite pendant que les vedettes marchent sur la Lune, qui effectuent le travail invisible sans lequel rien ne serait possible. J'ai participé à 3 missions entre 1969 et 1972, 2 en tant que spécialiste des communications orbitales, 1 en tant que membre d'équipage de réserve. Je n'ai jamais posé le pied sur la surface lunaire. Je n'ai jamais planté de drapeau ni ramassé de roches. Mais j'ai fait le voyage. J'ai vu la Terre depuis l'espace. J'ai vu la Lune de près. Et j'ai vu autre chose. Ce qui me frappe après toutes ces années, c'est l'absence. Il existe des milliers d'heures d'enregistrement des missions Apollo, des transcriptions de communication, des rapports techniques, des témoignages personnels. Les astronautes ont écrit des livres, donné des conférences, participé à des documentaires. Ils ont parlé de tout. De la sensation de l'absenteur, de la beauté terrifiante du lever de terre, de la solitude du voyage, de la poussière lunaire qui collait aux combinaisons et irritait les poumons. Personne ne parle de la face cachée. Oh, elle est mentionnée, bien sûr, dans les rapports scientifiques, dans les descriptions techniques des orbites. Mais personne n'en parle vraiment. Personne ne décrit ce qu'on ressent en la survolant. Personne ne raconte ce qu'on voit quand on regarde par le hublot pendant ces 47 minutes de blackout radio. J'ai lu tous les témoignages, tous les livres, toutes les interviews. J'ai cherché pendant des décennies une seule mention détaillée de la face cachée de la Lune vue depuis l'orbite. Je n'ai rien trouvé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas que la face cachée soit inintéressante ou qu'il n'y ait rien à en dire. C'est une discipline. Nous avons tous appris, sans qu'on nous le dise explicitement, qu'il y avait des choses dont on ne parlait pas, des observations qu'on ne rapportait pas, des questions qu'on ne posait pas. Ce n'était pas une conspiration au sens classique du terme. Il n'y avait pas de réunion secrète où des hommes en costume décidaient de ce qu'il fallait cacher au public. C'était plus subtil, plus insidieux. C'était un consensus tacite, une compréhension partagée. Un silence qui se transmettait de mission en mission, d'équipage en équipage, de génération en génération. Et maintenant je vais le briser. La première fois que j'ai ressenti quelque chose d'anormal, c'était lors d'Apollo 15 en juillet 1971. Je dois être précis sur les circonstances. La précision est importante. Ce que je vais décrire pourrait être attribué à la fatigue, au stress, aux conditions extrêmes du vol spatial. Je veux que les faits parlent d'eux-mêmes. Apollo 15 était la 4e mission à se poser sur la Lune, la première des missions dites JEI, conçue pour des séjours prolongés et une exploration scientifique approfondie. L'équipage principal était composé de David Scott, commandant, James Irwin, pilote du module lunaire, et Alfred Warden, pilote du module de commande. Mon rôle officiel était celui de spécialiste des communications orbitales. En pratique, cela signifiait que je restais dans le module de commande Endeavour pendant que Scott et Irwin descendaient sur la surface avec le module lunaire Falcon. Warden et moi maintenions l'orbite, effectuant des relevés scientifiques et serviant de relais de communication quand c'était possible. Le lancement a eu lieu le 26 juillet 1971 depuis le complexe 39A du Kennedy Space Center. Le voyage vers la Lune a duré 3 jours. 3 jours de procédures routinières, de vérification du système, de conversation avec Houston. Rien d'inhabituel. Rien qui aurait pu présager ce qui allait suivre. Nous sommes entrés en orbite lunaire le 29 juillet à 20h05 TU. L'insertion s'est déroulée parfaitement. Les moteurs ont fonctionné comme prévu, les calculs de trajectoire étaient exacts au mètre près. Nous avons commencé à tourner autour de la Lune, une orbite complète toutes les 2 heures environ.
Chaque orbite comportait deux phases distinctes. La phase de contact, pendant laquelle nous pouvions communiquer avec Houston via les antennes du module, et la phase de blackout, pendant laquelle la masse de la Lune bloquait les transmissions radio. La phase de blackout durait environ 47 minutes. C'était prévu, anticipé, documenté dans tous les manuels de mission. Pendant ces 47 minutes, nous étions seuls, coupés de la Terre, coupés de toute aide, de tout conseil, de toute présence humaine hormis nous-mêmes. Les premiers passages derrière la Lune se sont déroulés sans incident. Warden et moi suivions les protocoles à la lettre. Relevé photographique. Vérification des systèmes de vie. Maintenance des équipements. Le travail était routinier, presque ennuyeux. La Lune défilait sous nos hublots, grise et morte, exactement comme on nous l'avait décrite. C'est au troisième passage que j'ai remarqué quelque chose. Nous venions de perdre le contact avec Houston. Le signal s'était interrompu comme prévu, à l'instant précis où notre trajectoire nous avait emmenés derrière le limbe lunaire. J'ai vérifié les instruments de communication par réflexe professionnel. Tout semblait normal. Les indicateurs affichaient les valeurs attendues pour une perte de signal standard. Puis j'ai entendu quelque chose. Ce n'était pas du bruit blanc, ce n'était pas des interférences aléatoires comme celles qu'on capte parfois quand une antenne dérive de son alignement optimal. C'était autre chose. Un son. Non, pas exactement un son. Une structure sonore. Un motif qui se répétait, à la limite de l'audible, dans les haut-parleurs du module. J'ai d'abord pensé à un dysfonctionnement de l'équipement, une oscillation parasite dans les circuits de réception. Ce genre de choses arrivait parfois, surtout avec les technologies de l'époque. J'ai vérifié les connexions, ajusté les filtres, modifié les paramètres de réception. Le son a persisté. Warden était à l'autre extrémité du module, occupé à préparer les caméras pour les relevés cartographiques. Je l'ai appelé. Il s'est approché et a écouté. Son visage n'a rien trahi. Pas de surprise, pas d'inquiétude. Juste une attention concentrée, professionnelle. « Tu entends ça ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Interférence, probablement. Le soleil est actif en ce moment. Éruption de classe M depuis 3 jours. » C'était une explication raisonnable. Les éruptions solaires pouvaient effectivement perturber les communications, créer des anomalies dans les récepteurs. J'ai accepté cette explication. Sur le moment. Mais le son ne ressemblait pas à une interférence solaire. Les interférences solaires sont chaotiques, imprévisibles, variables. Ce que nous entendions était régulier, rythmé, presque intentionnel. Je n'ai pas dit ça à Warden. Je n'ai rien noté dans le journal de bord. J'ai simplement enregistré anomalie de réception mineure, cause probable, activité solaire, et je suis passé à autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti la pression. Je dois décrire cette sensation avec précision, parce qu'elle est au cœur de tout ce qui a suivi. Ce n'était pas une douleur, ce n'était pas un malaise physique identifiable, c'était une présence, une pression dans les tempes, comme si l'air autour de ma tête avait soudain changé de densité. Comme si quelque chose appuyait doucement, de l'extérieur, sur les parois de mon crâne. J'ai vérifié les instruments. La pressurisation du module était normale. Les niveaux d'oxygène étaient conformes aux spécifications. La température était stable. Rien, absolument rien dans les données techniques ne justifiait ce que je ressentais. J'ai regardé Warden. Il était retourné à ses préparatifs, apparemment concentré sur sa tâche. Mais ses mouvements étaient différents. Plus lents, plus délibérés, comme s'il devait faire un effort conscient pour chaque geste. « Al » ai-je dit. « Tout va bien ?» Il s'est retourné. Son visage était calme, mais ses yeux avaient quelque chose, une distance, une qualité que je n'avais jamais vue chez lui avant. « Oui » a-t-il répondu. « Pourquoi ?»« Rien. » Je me demandais juste. Il m'a regardé pendant quelques secondes, sans rien dire. Puis il est retourné à son travail. Le silence s'est installé entre nous. Pas le silence normal d'un équipage professionnel concentré sur ses tâches. Un autre silence. Plus lourd, plus dense. Un silence qui semblait avoir une texture, une présence propre. Nous n'avons plus parlé jusqu'à ce que le contact avec Houston soit rétabli, 43 minutes plus tard. Quand la voix du Capcom a crépité dans les haut-parleurs, j'ai ressenti un soulagement physique.
La pression dans mes tempes a diminué instantanément. L'air du module semblait plus léger, plus respirable. Warden a fait son rapport de statut d'une voix parfaitement normale. Il n'a mentionné ni l'anomalie sonore, ni quoi que ce soit d'inhabituel. Je n'ai rien dit non plus. Cette nuit-là, après que Warden se soit endormi, j'ai consulté les transcriptions de la période de blackout. 47 minutes devaient être enregistrées sur les bandes magnétiques de bord, même sans transmission vers la Terre. Les bandes étaient vierges. Pas effacées, vierges. Comme si rien ne s'était passé pendant ces 47 minutes, comme si le temps lui-même avait fait une pause. J'ai vérifié 3 fois, j'ai pensé à un dysfonctionnement de l'enregistreur, c'était l'explication la plus rationnelle. Les enregistreurs de l'époque n'étaient pas parfaits, des pannes arrivaient, mais l'enregistreur fonctionnait parfaitement avant le blackout, et il fonctionnait parfaitement après. J'ai décidé de ne rien dire. C'était peut-être une erreur. C'était peut-être la plus grande erreur de ma vie. Mais sur le moment, garder le silence semblait être la seule option raisonnable. Les passages suivants derrière la Lune ont confirmé mes premières observations. À chaque blackout, la même séquence se répétait. D'abord le silence radio prévu, puis, après quelques minutes, le son dans les haut-parleurs. Ce motif étrange, répétitif, à la limite de l'audible. Et avec lui, la pression. Cette sensation de quelque chose qui appuyait sur ma conscience, qui cherchait à entrer, je n'ai jamais utilisé ces mots à l'époque. Chercher à entrer implique une attention, une conscience. Je n'étais pas prêt à envisager cette possibilité. Je préférais penser en termes de phénomènes physiques mal compris, d'effets de l'environnement spatial sur le système nerveux humain. Mais au 5e passage, quelque chose de nouveau s'est produit. Warden dormait. C'était ma période de surveillance. J'étais seul dans le module de commande, flottant doucement dans la microgravité, entouré par le bourdonnement des systèmes de vie et la lueur des instruments. Le son a commencé comme d'habitude. Le motif dans les haut-parleurs, à peine audible, mais impossible à ignorer une fois qu'on l'avait remarqué. La pression dans mes tempes familières maintenant presque confortable dans sa régularité. Puis j'ai regardé par le hublot. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'avais fait des dizaines de fois auparavant, et je n'avais vu que la surface lunaire, grise et morte, défilait sous nous. Mais cette fois, quelque chose m'a poussé à regarder. Une impulsion. Un besoin. La Lune était là, bien sûr. Toujours la même. Les cratères, les mers basaltiques asséchées, les rainures et les failles de la croûte ancienne. Mais nous étions du côté de la face cachée maintenant. La partie que la Terre ne voit jamais. La partie qui reste éternellement tournée vers le vide. Et j'ai vu quelque chose. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas une structure artificielle évidente, un monolithe noir se découpant contre le régolithe gris. C'était plus subtil, plus dérangeant dans sa subtilité. Les ombres étaient fausses. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Les ombres projetées par les cratères et les formations rocheuses n'étaient pas cohérentes avec la position du soleil. Elles pointaient dans des directions qui ne correspondaient pas à la géométrie de la lumière. Certaines étaient trop longues, d'autres trop courtes. Certaines semblaient se courber d'une manière que les ombres ne devraient pas pouvoir faire. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 10, ouvert les yeux. Les ombres étaient normales maintenant, parfaitement cohérentes avec la position du soleil, comme si rien ne s'était passé. J'ai pensé à la fatigue, aux effets de l'isolement sur la perception, au phénomène connu de désorientation spatiale. Il y avait des explications rationnelles pour ce que j'avais cru voir. Mais j'avais vu quelque chose. J'en étais certain. Et quelque chose quelque part sur cette surface grise et morte avait peut-être vu quelque chose aussi. Le lendemain, Scott et Ewing sont descendus sur la surface avec le module lunaire Falcon. Warden et moi sommes restés en orbite, seuls dans Endeavour, pour les 3 jours suivants. 3 jours à tourner autour de la Lune. 3 jours de blackout répétés, de sons dans les haut-parleurs, de pression dans les tempes. 3 jours à regarder par les hublots, à chercher à comprendre ce que j'avais vu. Je n'ai jamais revu les ombres normales. Pas exactement, mais j'ai vu d'autres choses, des détails qui ne correspondaient pas aux cartes, des formations qui semblaient changer légèrement d'une orbite à l'autre, des zones où la surface paraissait floue. Comme si la netteté de ma vision refusait de se fixer sur certains points précis.
Warden ne parlait pas de ce qu'il voyait. Je ne parlais pas de ce que je voyais. Nous effectuons nos tâches en silence, professionnels jusqu'au bout, évitant soigneusement tout sujet qui aurait pu nous forcer à reconnaître ce que nous savions tous les deux. Le silence était plus confortable que la vérité. Il l'a toujours été. Quand Scott et Erwin sont remontés, quand nous avons quitté l'orbite lunaire pour entamer le voyage de retour vers la Terre, j'ai ressenti un soulagement intense. Physique. Comme si un poids énorme avait été soulevé de mes épaules. La pression dans mes tempes a disparu. Les sons dans les haut-parleurs ont cessé. L'air du module semblait plus léger, plus pur, même si les instruments n'indiquaient aucun changement. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé pendant les blackouts. Pas pendant le retour, pas pendant les débriefings, pas après. Mais je savais que Warden avait vu quelque chose lui aussi, et il savait que je savais. Et nous savions tous les deux que le silence était notre seule option. Dans les mois qui ont suivi mon retour, j'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vécu. C'est ce que font les ingénieurs. C'est ce que j'avais été formé à faire pendant toute ma carrière. Face à un phénomène inexpliqué, on analyse les données. On formule des hypothèses. On teste ces hypothèses contre les faits connus. On élimine les explications impossibles jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, aussi improbable soit-elle. Le problème, c'est que je n'avais pas de données. Les enregistrements des périodes de blackout étaient vierges. Mes notes personnelles étaient vagues, prudentes, rédigées pour ne rien révéler d'incriminant. Les photographies que j'avais prises montraient une surface lunaire parfaitement normale, sans aucune des anomalies que j'avais observées à l'œil nu. J'ai commencé à me demander si j'avais vraiment vu quelque chose. Le cerveau humain n'est pas un instrument fiable. Il peut créer des illusions, interpréter des stimuli ambigus de manière erronée, construire des souvenirs faux à partir de fragments épars. Peut-être que tout cela n'était que le produit du stress, de la fatigue, de l'environnement extrême du vol spatial. J'aurais pu accepter cette explication. J'aurais dû l'accepter. C'était l'explication la plus simple, la plus confortable, la plus compatible avec une vie normale. Mais il y avait les rêves. Et il y avait les autres. Les rêves ont commencé environ 3 semaines après mon retour sur Terre. Au début, je ne leur accordais pas d'importance. Les astronautes font souvent des rêves intenses après les missions. L'expérience du vol spatial est si extraordinaire, si éloignée de la vie quotidienne, que le cerveau a besoin de temps pour l'intégrer. Des rêves de flottement, de vide, de silence spatial, tout cela était prévu, documenté, considéré comme normal. Mes rêves n'étaient pas normaux. Dans ces rêves, j'étais de retour dans le module de commande. Seul. Toujours seul. Le module était identique à Endeavour dans ses moindres détails. Les instruments, les interrupteurs, l'odeur métallique de l'air recyclé, mais quelque chose était différent. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier mais que je sentais, avec une certitude absolue. Je regardais par le hublot, et je voyais la lune. Pas la face visible, la face cachée. Toujours la face cachée. Dans les rêves, je pouvais voir des choses que je n'avais pas pu voir éveillées, des détails qui m'avaient échappé, des structures que mon cerveau avait refusé de reconnaître. Il y avait quelque chose sur la surface, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je ne peux pas le décrire. Même dans les rêves, la description m'échappait. C'était comme essayer de saisir de l'eau avec les mains. Chaque fois que je pensais avoir compris ce que je voyais, la compréhension s'écoulait entre mes doigts. Et puis, je me réveillais. Toujours au même moment. Toujours avec la même sensation de perte, de quelque chose d'important qui venait de m'être retiré. J'ai parlé des rêves à un psychologue de la NASA lors d'un suivi de routine 6 mois après la mission. Pas en détail. Pas vraiment. J'ai juste mentionné que j'avais du mal à dormir, que je faisais des rêves récurrents liés à la mission. Le psychologue a hoché la tête avec compréhension. Il a noté quelque chose dans mon dossier. Il m'a prescrit des somnifères légers et m'a recommandé des techniques de relaxation. Il n'a pas posé de questions sur le contenu des rêves. Je me suis demandé, plus tard, s'il savait déjà. Si d'autres avant moi avaient décrit les mêmes symptômes. Si mon dossier contenait des notes que je n'avais jamais vues, des observations classifiées sur les effets psychologiques de certaines missions. Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que les rêves n'ont jamais cessé. 52 ans plus tard, je les fais encore.
moins fréquemment qu'au début, peut-être 1 ou 2 fois par mois maintenant, mais avec la même intensité, la même qualité d'hyper-réalité, la même sensation de regarder quelque chose qui ne devrait pas être regardé. Les autres, je les ai rencontrés par hasard. En 1964, j'ai assisté à une réunion informelle d'anciens membres du programme Apollo. Pas un événement officiel. Juste quelques ingénieurs et techniciens qui se retrouvaient dans un bar de Houston pour évoquer le bon vieux temps. Il y avait un homme que je ne connaissais pas. Plus âgé que moi, il avait travaillé sur les premières missions, avant Apollo 11. Il avait participé à plusieurs survols orbitaux de test. Nous avons parlé de sujets banals, les défis techniques des missions, les anecdotes amusantes de la vie à la NASA, les carrières post-Apollo de nos anciens collègues. Et puis, vers la fin de la soirée, alors que la plupart des autres étaient partis, il m'a regardé d'une manière étrange, une manière que je reconnaissais, la même distance dans les yeux que j'avais vue chez Warden, ce jour-là dans le module. « Tu as fait des orbites derrière ?» m'a-t-il demandé. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Derrière ne signifiait pas en orbite. Derrière signifiait la face cachée. J'ai hoché la tête. Il n'a rien dit pendant un long moment. Il a fini sa bière, l'a posée sur le comptoir, a regardé devant lui. Les rêves, a-t-il dit finalement. Tu fais les rêves? J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Une confirmation que je n'avais pas demandée. Une preuve que je n'avais pas cherchée. Oui, ai-je dit. Je fais les rêves. Il a hoché la tête lentement, comme si c'était exactement la réponse qu'il attendait. Il ne s'arrête jamais, a-t-il dit. Mais tu apprends à vivre avec. On apprend tous à vivre avec. Nous n'avons jamais reparlé de cette conversation. Il est mort en 1989, d'une crise cardiaque. Je n'ai jamais su son nom complet, mais cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais pas seul, que d'autres avaient vu ce que j'avais eu, que d'autres portaient le même silence que moi. J'ai commencé à observer mes anciens collègues avec une attention nouvelle, pas ouvertement, pas de manière qui aurait pu éveiller des soupçons. Mais lors des réunions officielles, des cérémonies commémoratives, des événements de la NASA auxquels j'étais parfois invité, je regardais les visages. Je cherchais des signes. Certains astronautes étaient exactement comme on les dépeignait dans les médias. Enthousiastes, bavards, fiers de leurs accomplissements. Ils parlaient librement de leurs expériences, racontaient des anecdotes, signaient des autographes avec le sourire. D'autres étaient différents. Ils étaient présents aux événements, bien sûr. Ils souriaient pour les photographes, répondaient aux questions des journalistes, mais il y avait quelque chose de mécanique dans leur comportement. Une distance. Une qualité d'absence, comme s'ils n'étaient pas vraiment là, comme s'ils pensaient à autre chose pendant qu'ils parlaient. J'ai remarqué un schéma. Les astronautes qui avaient effectué des missions orbitales prolongées autour de la Lune, pas ceux qui étaient simplement passés pour se poser sur la surface, mais ceux qui avaient tourné pendant des jours, qui avaient traversé la face cachée encore et encore, ces astronautes-là étaient différents. Pas tous. Pas de manière évidente, mais suffisamment pour que quelqu'un qui savait quoi chercher puisse le remarquer. En 1976, j'ai eu accès à certaines archives que je n'aurais pas dû voir. Ce n'était pas de l'espionnage, ce n'était pas une intrusion délibérée. Je travaillais sur un projet de documentation historique, une compilation de rapports techniques pour les archives officielles de la NASA. Mon habilitation de sécurité me donnait accès à des dossiers qui n'étaient pas destinés au grand public. La plupart de ces dossiers étaient exactement ce qu'ils prétendaient être. Des rapports d'ingénierie, des analyses de systèmes, des comptes rendus de réunions, du matériel bureaucratique, ennuyeux mais nécessaire. Mais j'ai trouvé autre chose. Dans un carton poussiéreux, mal rangé au fond d'un entrepôt, il y avait un dossier portant un code que je ne reconnaissais pas. Un code qui n'apparaissait dans aucun des index officiels. Un code qui, selon les procédures standards, n'aurait pas dû exister. J'ai ouvert le dossier, il contenait les transcriptions. Des fragments de communication radio datant des premières missions de survol lunaire. Des échanges qui n'apparaissaient pas dans les archives publiques. Des conversations qui avaient été effacées des enregistrements officiels. Les dates correspondaient aux périodes de blackout. Je n'aurais pas dû pouvoir entendre ces communications. Par définition, les périodes de blackout étaient des moments où aucune transmission n'était possible.
C'était le point central. C'était la raison pour laquelle on les appelait ainsi. Et pourtant, ces transcriptions existaient. Je n'ai pas pu lire tout le dossier. Je n'en ai pas eu le temps. Quelqu'un est entré dans l'entrepôt, et j'ai dû replacer le carton, faire semblant de chercher autre chose, m'éloigner d'un air innocent. Mais j'ai lu suffisamment. Les transcriptions décrivaient des anomalies, des phénomènes visuels inexpliqués, des sensations physiques que les astronautes pinaient à décrire, des moments où le temps semblait se comporter différemment, des observations sur la face cachée que personne n'avait jamais rapportées publiquement, et il y avait des phrases, des fragments de communication qui m'ont glacé le sang. Je vois quelque chose qui ne devrait pas être là. La géométrie est fausse, tout est faux. Il y a une présence, je ne peux pas l'expliquer autrement. Une présence. Ces mots auraient pu être les miens. Ces descriptions auraient pu être les miennes. Mais elles dataient de 1968, de 1969, de missions antérieures à la mienne. D'autres avaient vu ce que j'avais vu. D'autres avaient ressenti ce que j'avais ressenti. Et quelqu'un, quelque part, avait collecté ces témoignages, les avait classifiés, les avait cachés dans un entrepôt poussiéreux où personne ne viendrait jamais les chercher. Le secret n'était pas nouveau. Le secret existait depuis le début. Je dois maintenant parler de ce qui s'est passé lors de ma dernière mission. C'était en décembre 1972, Apollo 17, la dernière mission habitée vers la Lune. Je n'étais pas membre de l'équipage principal. Ce privilège revenait à Cernan, Evans et Schmidt, mais j'avais été assigné à l'équipe de soutien au sol, avec une responsabilité spécifique sur les systèmes de communication orbitaux. Ce n'était pas prévu que je participe au vol. Mais 2 jours avant le lancement, un membre de l'équipe de réserve est tombé malade. Une appendicite aiguë. Il a été hospitalisé d'urgence, et j'ai été appelé pour le remplacer. Je ne voulais pas y aller. Je ne l'ai dit à personne, bien sûr. Un astronaute ne refuse pas une mission. Un astronaute ne montre pas sa peur. Mais après ce que j'avais vécu lors d'Apollo 15, après les rêves, après ce que j'avais lu dans ce dossier poussiéreux, l'idée de retourner en orbite autour de la Lune me terrifiait. Je suis allé quand même. C'était mon devoir, c'était ma carrière, c'était tout ce que j'avais. Le voyage vers la Lune s'est déroulé normalement. J'étais dans le module de commande America avec Ronald Evans pendant que Cernan et Schmidt descendaient sur la surface avec le module lunaire Challenger. 3 jours d'orbite nous attendaient. 3 jours de blackout. Les premiers passages derrière la Lune ont confirmé ce que je savais déjà. Le son dans les haut-parleurs, la pression dans les tempes, cette sensation de présence, de quelque chose qui attend, qui observe, qui, je ne sais pas. Je ne suis toujours pas sûr de ce qu'elle fait. Evan ne parlait pas de ce qu'il ressentait. Je ne parlais pas non plus. Nous étions 2 professionnels, effectuant notre travail, ignorant délibérément l'éléphant dans la pièce. Ou plutôt, la chose sur la Lune. Mais au 4e passage, quelque chose de différent s'est produit. Nous effectuions des relevés cartographiques avec la caméra panoramique. C'était une procédure standard, identique à celle que j'avais suivie lors d'Apollo 15. La caméra photographiait des sections prédéfinies de la surface lunaire, accumulant des données qui seraient analysées pendant des années par les scientifiques sur Terre. À 03h22, heure de mission, la caméra s'est arrêtée. Pas une panne au sens classique. L'obturateur s'est simplement bloqué en position ouverte. L'exposition continuait, seconde après seconde, sans que nous puissions l'interrompre. Evans a tenté une réinitialisation manuelle, puis une seconde, puis une 3e. Rien ne fonctionnait. La caméra restait fixée sur un point précis de la surface. Un point que nous ne pouvions pas voir depuis notre position dans le module. J'ai flotté jusqu'au hublot le plus proche. Ce que j'ai vu, je vais essayer de le décrire. Mais je dois dire d'abord que les mots sont inadéquats. Les mots sont des outils conçus pour communiquer des expériences humaines normales. Ce que j'ai vu n'était pas une expérience humaine normale. Il y avait une dépression dans la surface lunaire, pas un cratère d'impact. Les cratères d'impact ont des bords irréguliers, des éjectats, des débris. Cette dépression était circulaire, parfaitement circulaire. Et ces bords étaient lisses, trop lisses. Comme si quelqu'un avait effacé une portion de la surface avec une précision géométrique impossible.
L'intérieur de la dépression était, je ne sais pas comment dire ça. L'intérieur n'était pas visible, pas parce qu'il était sombre ou caché par des ombres, parce qu'il n'y avait rien à voir. C'était comme regarder un trou dans la réalité, un endroit où l'espace lui-même refusait de se laisser percevoir, et au centre, il y avait quelque chose. Je ne peux pas le décrire. Ce n'est pas que je refuse. Ce n'est pas que je crains les conséquences. C'est que les mots n'existent pas. Ce que j'ai vu ne correspondait à aucune catégorie que mon cerveau connaissait. Ce n'était pas une forme. Ce n'était pas une absence de forme. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose pour lequel nous n'avons pas de concept. J'ai regardé pendant un temps que je ne peux pas mesurer. Peut-être 30 secondes. Peut-être 3 minutes. Peut-être plus longtemps. Le temps s'est comporté différemment pendant cette observation. Il s'est étiré, comprimé, déformé d'une manière que je ne peux pas expliquer. Et pendant que je regardais, j'ai compris des choses. Pas avec mon intellect, pas avec ma raison, avec quelque chose de plus profond, de plus ancien. J'ai compris que ce que je voyais était vieux, plus vieux que la lune, plus vieux que la terre, plus vieux que le soleil. J'ai compris qu'il attendait, j'ai compris qu'il me voyait aussi. Evans a dit quelque chose, je l'ai entendu clairement. Sa voix était calme, presque monotone, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Mais les mots qu'il a prononcés n'avaient pas de sens. Non, c'est faux. Les mots avaient un sens profond, terrible, inévitable. Mais ce sens s'est dissous au moment où j'ai essayé de le saisir. Comme un rêve qui s'efface au réveil. Comme une idée qui échappe dès qu'on la regarde directement. Je ne peux pas répéter ce qu'Evans a dit, pas parce que je l'ai oublié, parce que ça n'a plus de sens maintenant. Les mots qu'il a utilisés ne forment plus de phrases cohérentes dans mon esprit. Ils sont là quelque part, mais ils refusent de se connecter. La caméra s'est débloquée d'elle-même. L'exposition s'est arrêtée. L'obturateur s'est fermé normalement comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé Evans. Il regardait devant lui, le visage vide, les yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Ron » ai-je dit. « Ron, tu m'entends » Il a cligné des yeux. Une fois, 2 fois. Puis il s'est tourné vers moi et son visage était normal à nouveau. Professionnel. Concentré. « La caméra fonctionne maintenant, a-t-il dit. On devrait reprendre les relevés. » Il n'a fait aucune mention de ce qu'il avait dit, aucune mention de ce que nous avions vu, comme si les dernières minutes n'avaient jamais existé. Quand nous avons retrouvé le contact avec Houston, le Capcom nous a demandé un rapport de statut standard. Evans a répondu d'une voix parfaitement calme. Système nominaux, relevés en cours. Aucune anomalie à signaler. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, si on peut parler de nuit dans l'espace, où le soleil ne se couche jamais vraiment, je suis resté éveillé pendant des heures. Evan dormait, ou faisait semblant de dormir. Les systèmes du module bourdonnaient autour de nous, indifférents à ce qui s'était passé. Je pensais à ce que j'avais vu, à ce que j'avais compris pendant ces secondes ou ces minutes d'observation. La compréhension était partie maintenant. Elle s'était dissoute, comme toujours. Mais quelque chose restait. Une empreinte. Je savais, avec une certitude qui n'avait rien de rationnel, que ce que j'avais vu dans cette dépression n'était pas une illusion. Ce n'était pas un artefact de la fatigue ou du stress. C'était réel. Et je savais que ce n'était pas la première fois qu'il était observé. D'autres avant moi avaient regardé dans cette même direction. D'autres avaient vu cette même chose, et quelque chose dans cette observation répétée avait des conséquences. Je ne savais pas lesquelles. Pas encore. Mais je savais qu'elles étaient inévitables. Le changement a commencé avant même notre retour sur Terre. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas quelque chose qu'un observateur extérieur aurait remarqué. C'était subtil, insidieux. Comme une fissure qui s'élargit lentement dans une fondation, invisible jusqu'au moment où tout s'effondre. Les premiers signes sont apparus chez Evans. Il est devenu silencieux. Plus silencieux qu'avant, je veux dire. Evan n'avait jamais été particulièrement bavard, aucun d'entre nous ne l'était. Pas vraiment. Mais pendant les 2 jours suivants, il a à peine prononcé un mot qui ne soit pas strictement nécessaire à l'exécution de nos tâches. Et quand il parlait, sa voix avait quelque chose de différent. Une qualité mécanique. Comme s'il récitait des phrases préparées à l'avance,
sans vraiment les penser. J'ai essayé de lui parler une fois. C'était pendant une période de blackout. Ironiquement, le seul moment où nous pouvions avoir une conversation privée, sans risque que Houston nous entende. Ron, ai-je dit. Ce qu'on a vu. Il m'a regardé. Son visage était calme, neutre, dénué d'expression. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a-t-il dit. Ce n'était pas un mensonge. Je l'ai compris immédiatement. Il ne mentait pas. Il ne savait vraiment pas de quoi je parlais. Il avait oublié. L'oubli n'était pas simple. Ce n'était pas comme oublier où on a posé ses clés ou le nom d'une personne rencontrée brièvement. C'était un oubli actif, délibéré. Comme si quelque chose dans son cerveau avait décidé que certains souvenirs étaient trop dangereux pour être conservés. J'ai observé le même phénomène chez moi dans les semaines qui ont suivi notre retour sur Terre. Des fragments de ce que j'avais vu ont commencé à s'effacer. Des détails précis, la forme exacte de la dépression, la nature de ce qui était au centre, se sont dissous dans une brume mentale que je ne pouvais pas dissiper. Chaque fois que j'essayais de me souvenir clairement, les images m'échappaient. Comme des poissons qui glissent entre les doigts quand on essaie de les attraper. Mais l'oubli n'était pas complet. Il ne l'a jamais été. Les souvenirs importants sont restés. La sensation de regarder dans cette dépression. La certitude qu'il y avait quelque chose. La compréhension momentanée et terrifiante de ce que c'était. C'était comme si mon cerveau avait effacé les détails pour préserver l'essentiel. Ou peut-être pour me protéger de l'essentiel. Je n'ai jamais su lequel. Les rêves sont revenus, bien sûr, plus intenses qu'après Apollo 15, plus fréquents, presque chaque nuit pendant les premiers mois. Dans ces rêves, j'étais de retour dans le module de commande. Je regardais par le hublot. Je voyais la dépression, la chose au centre. Et je comprenais. Dans les rêves, la compréhension ne s'effaçait pas. Elle restait claire et terrible pendant toute la durée du rêve. Je savais exactement ce que c'était, pourquoi c'était là, ce que ça signifiait pour l'humanité. Puis je me réveillais et tout disparaissait. Il ne restait qu'une sensation de perte immense, comme si quelque chose de vital venait de m'être arraché. J'ai commencé à avoir peur de dormir. Ma femme a remarqué les changements. Comment aurait-elle pu ne pas les remarquer? Je me réveillais en sueur au milieu de la nuit. Je restais éveillé pendant des heures, à regarder le plafond, incapable de me rendormir. Je parlais moins. Je souriais moins. Je semblais absent, même quand j'étais physiquement présent. Elle m'a posé des questions, bien sûr. Elle était inquiète. Elle voulait m'aider. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire? Ma chérie, j'ai vu quelque chose sur la lune, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, et maintenant cette chose est dans ma tête et elle ne veut pas partir. Elle aurait pensé que j'étais devenu fou. Peut-être que j'étais devenu fou. La frontière entre la révélation et la folie n'a jamais été très claire. J'ai inventé des excuses. Le stress des missions, la difficulté de la réadaptation à la vie civile, l'anxiété normale d'un homme qui vient de passer des jours dans l'espace et qui doit maintenant reprendre une existence ordinaire. Elle a fait semblant de me croire. Pendant un temps. Notre mariage a survécu, mais quelque chose s'était brisé. Une distance s'était installée entre nous, une distance que je ne pouvais pas expliquer et qu'elle ne pouvait pas comprendre. Nous avons élevé nos enfants, nous avons maintenu les apparences. Mais l'intimité véritable, cette connexion profonde qui fait qu'un couple est plus que deux personnes vivant sous le même toit, cette intimité n'est jamais revenue. C'était peut-être ma faute. C'était probablement ma faute. Mais comment aurait-il pu en être autrement? On ne peut pas être vraiment proche de quelqu'un quand on porte un secret comme celui-là. On ne peut pas partager sa vie avec une personne tout en lui cachant la chose la plus importante qu'on sait. J'ai appris au fil des années que je n'étais pas le seul à subir ces effets. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait ouvertement, bien sûr. Le sujet n'était jamais abordé dans les réunions officielles, les conférences, les cérémonies, mais dans les conversations privées, dans les moments d'honnêteté involontaire, des indices apparaissaient. Un ancien collègue qui mentionne, en passant, qui fait toujours ses rêves depuis sa mission. Un autre qui admet avoir des trous de mémoire concernant certaines phases de son vol. Un troisième qui confie qu'il n'arrive plus à regarder la lune sans ressentir quelque chose d'étrange. Nous ne précisions jamais. Nous ne demandions jamais de détails. Nous hochions la tête, murmurant des phrases vagues de sympathie
et nous changions de sujet. Le silence était notre langue commune, notre protection mutuelle, notre prison partagée. Il y a eu des cas plus graves. Je ne donnerai pas de nom. Ce ne serait pas juste pour leurs familles, qui ont déjà suffisamment souffert. Mais les faits sont documentables, pour qui sait où chercher. Plusieurs astronautes ayant participé à des missions orbitales lunaires ont développé des troubles psychiatriques dans les années qui ont suivi leur retour. Des dépressions sévères, des épisodes dissociatifs, des crises d'angoisse inexplicables. L'un d'entre eux, un homme brillant, un pilote exceptionnel, quelqu'un que j'admirais, s'est suicidé en 1978. La cause officielle a été attribuée à des problèmes personnels. Personne n'a mentionné les mois qu'il avait passés en orbite autour de la Lune, les jours qu'il avait traversés derrière la face cachée, les nuits qu'il avait passées à regarder par les hublots quelque chose que personne ne voulait nommer. Un autre a sombré dans l'alcoolisme, puis dans la dépendance aux médicaments. Il est mort en 1985, le foie détruit, l'esprit brisé. Un troisième s'est retiré complètement de la vie publique. Il vit toujours, d'après ce que je sais, dans une propriété isolée du Montana, refusant tout contact avec le monde extérieur. Il n'a plus jamais regardé le ciel nocturne. Je ne dis pas que tous ces hommes ont vu ce que j'ai vu. Je ne dis pas que leurs problèmes sont nécessairement liés à ce qui est là-bas, sur la face cachée, mais je remarque les schémas. Je note les coïncidences. Et je me demande combien d'entre nous portent le même fardeau, en silence, seuls avec leurs rêves et leurs souvenirs fragmentés. Les effets sûrement ont été différents, plus subtils peut-être. Ou peut-être que j'ai simplement été meilleur pour les dissimuler. Les oublis ont continué, des détails quotidiens qui m'échappaient sans raison. Le nom d'une rue où j'avais habité enfant. Le visage d'un cousin que j'avais vu régulièrement pendant des années. Des souvenirs qui auraient dû être solides, permanents, et qui s'effritaient comme du sable. En contrepartie, d'autres souvenirs sont devenus plus nets, plus présents. Des fragments de ce que j'avais vu sur la Lune. Pas les détails, jamais les détails, mais les sensations, les impressions, se sont incrustés dans ma conscience avec une clarté croissante. Je me suis retrouvé parfois à regarder des objets ordinaires, un mur, un arbre, le visage de ma femme, et à percevoir quelque chose de différent, quelque chose derrière la surface visible, quelque chose qui était toujours là, mais que je n'avais jamais remarqué avant. Ce n'était pas des hallucinations, ce n'était pas de la folie, c'était une modification, une altération de la façon dont mon cerveau traitait l'information visuelle. Comme si l'acte de regarder cette chose, là-bas, avait changé ma façon de voir le monde entier. Et puis il y avait les moments de compréhension. Ils survenaient sans prévenir, au milieu d'une conversation banale, en lisant le journal, en regardant la télévision. Soudain, sans raison apparente, je comprenais quelque chose. Pas quelque chose de concret, de formulable, quelque chose de plus vaste, plus profond. Une intuition sur la nature de l'univers, sur la place de l'humanité dans le cosmos, sur le sens ou l'absence de sens de l'existence. Ces moments ne duraient jamais longtemps, quelques secondes ou plus. Puis la compréhension s'effaçait, ne laissant qu'une trace, une empreinte, la certitude qu'il y avait quelque chose d'important que je venais de perdre. Avec le temps, j'ai appris à ne pas les chercher, à ne pas essayer de les retenir, à les laisser venir et partir, comme des vagues sur une plage, sans résistance ni attachement. C'était la seule façon de survivre. Le retour sur Terre après Apollo 17 a suivi des procédures standards. Amérissage dans l'océan Pacifique, récupération par le porte-avions USS Ticonderoga, examens médicaux préliminaires, transport vers Houston. Tout s'est déroulé normalement. Nos constantes étaient bonnes. Nos échantillons sanguins ne révélaient rien d'inhabituel. Nous étions 3 astronautes en bonne santé, de retour d'une mission réussie. Les débriefings ont commencé le lendemain de notre arrivée. Le débriefing technique standard était une procédure que je connaissais bien. Des équipes d'ingénieurs posaient des questions sur les systèmes, les performances des équipements, les éventuels problèmes rencontrés. On passait en revue chaque phase de la mission, méthodiquement, exhaustivement. Ce débriefing a duré 4 jours. Normal. Puis il y a eu les autres sessions. Elles ne portaient pas de nom officiel.
Elles n'apparaissaient pas dans les plannings distribués à l'équipage. Elles avaient lieu dans une salle différente, plus petite, sans fenêtre, avec des gens que je n'avais jamais vus. La première session a commencé par des questions anodines. Mon état de santé, mes habitudes de sommeil depuis le retour, mes impressions générales sur la mission. Puis les questions sont devenues plus précises. Avez-vous observé des phénomènes inhabituels pendant les périodes de perte de signal radio? Je me suis tendu. J'ai répondu non. Avez-vous ressenti des sensations physiques non expliquées par les conditions normales du vol spatial? J'ai répondu non. Avez-vous remarqué des anomalies visuelles lors du survol de certaines régions de la surface lunaire? J'ai répondu non. L'homme qui posait les questions. Je ne me souviens pas de son visage, seulement de sa voix, calme et monotone. Notez mes réponses sans réaction visible. Il ne semblait pas surpris. Il ne semblait pas déçu. Il semblait pas déçu. Attendre, comme s'il savait que je mentais, comme s'il s'attendait à ce que je mente. Les sessions ont continué pendant 2 semaines. Toujours les mêmes questions, formulées différemment. Toujours les mêmes réponses de ma part. Non, non. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Peut-être par peur des conséquences. Peut-être par réflexe de protection. Peut-être parce que je n'étais pas sûr moi-même de ce que j'avais vu et que nier semblait plus sûr qu'admettre. Mais je sais maintenant que mes mensonges ne les ont pas trompés. Ils savaient. Ils avaient toujours su. À la fin des sessions, on m'a fait signer de nouveaux documents. Ces documents étaient différents des accords de confidentialité standards que j'avais signés en entrant à la NASA. Ils étaient plus longs, plus détaillés. Ils contenaient des clauses spécifiques que je n'avais jamais vues auparavant. Une clause mentionnait les observations non confirmées effectuées pendant les phases de non-communication. Une autre concernait les expériences perceptuelles atypiques liées à l'exposition au vide lunaire. Une troisième parlait de l'interdiction de discuter de certains aspects de la mission avec d'autres membres d'équipage, y compris ceux ayant participé à la même mission. On ne m'a jamais dit explicitement ce que ces clauses signifiaient. On ne m'a jamais expliqué pourquoi elles étaient nécessaires. Mais le message était clair. Il y avait des choses dont on ne parlait pas. Il y avait des vérités qui n'existaient pas officiellement. Et le silence n'était pas une option, c'était une obligation. Dans les jours qui ont suivi la fin des débriefings, j'ai eu une conversation avec un des responsables du programme, un homme dont je tairai le nom parce qu'il est mort depuis longtemps et que sa famille n'a pas besoin d'être impliquée dans tout cela. C'était une conversation informelle, presque accidentelle. Nous nous sommes croisés dans un couloir, nous avons échangé quelques phrases polies, et puis, sans que je sache vraiment comment, nous nous sommes retrouvés seuls dans un bureau vide. Il m'a regardé longtemps sans rien dire, puis il a posé une question. « Vous savez pourquoi nous avons arrêté l'émission Apollo, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu, je ne savais pas quoi dire. « Ce n'est pas le budget, a-t-il continué. Ce n'est pas le manque d'intérêt du public, ce n'est même pas la politique. Il s'est tué un moment, comme s'il pesait chaque mot. Nous avons vu quelque chose là-haut, quelque chose que nous n'étions pas prêts à comprendre, quelque chose que personne n'est prêt à comprendre. » J'ai voulu poser des questions. J'ai voulu savoir ce qu'ils savaient tous, qu'ils cachaient depuis le début. Mais il a secoué la tête. Ne cherchez pas à en savoir plus, Allison. Vraiment. C'est le conseil le plus important que je puisse vous donner. Faites votre travail, vivez votre vie, oubliez ce que vous croyez avoir vu. Il s'est levé, a ouvert la porte, et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Les semaines suivantes ont été étranges. J'ai repris mon travail à la NASA, mais quelque chose avait changé. Les regards de certains collègues, les silences qui tombaient quand j'entrais dans une pièce, les invitations à des réunions auxquelles je n'avais jamais été convié auparavant. On ne me disait rien directement. Personne ne m'a jamais menacé, ni explicitement, ni implicitement. Mais je sentais que j'étais surveillé, évalué, testé. J'ai compris que je faisais partie d'un groupe maintenant, un groupe non officiel, non reconnu, mais réel. Le groupe de ceux qui savaient, le groupe de ceux qui avaient vu. Et ce groupe avait des règles non écrites, non formulées, mais absolues. La première règle était le silence. La deuxième règle était le silence. La troisième règle était le silence. J'ai quitté la NASA en 1975, la raison officielle était personnelle. Je voulais passer plus de temps avec ma famille, ma femme et nos 2 enfants. C'était vrai en partie.
Mais la vraie raison, celle que je n'ai jamais avouée à personne, était que je ne pouvais plus supporter d'être là. Chaque jour passé dans ces bureaux, ces laboratoires, ces salles de contrôle, me rappelait ce que j'avais vu. Chaque conversation avec un ancien collègue me rappelait les silences, les regards, les choses non dites. Je ne pouvais plus respirer dans cet environnement de secrets et de mensonges. J'ai pris un poste dans l'industrie privée. Télécommunications par satellite. Un travail lucratif, technique, dépourvu de tout lien avec l'exploration spatiale. Un travail qui me permettait de dormir un peu mieux la nuit. Mais je n'ai jamais cessé de chercher des réponses. Pendant les décennies qui ont suivi, j'ai accumulé des informations. Pas de manière systématique, je n'avais ni les ressources ni l'accès nécessaire pour mener une véritable enquête. Mais j'observais, je lisais, je recoupais. Les archives publiques de la NASA sont volumineuses. Des millions de documents, des milliers d'heures d'enregistrement, des téraoctets de données scientifiques. La plupart de ces documents sont exactement ce qu'ils prétendent être, des rapports techniques, des analyses scientifiques, des transcriptions de communication. Mais il y a des lacunes. Des périodes de blackout dont la durée enregistrée ne correspond pas aux calculs orbitaux. Des séquences de photographies où des images manquent sans explication. Des références à des rapports qui n'existent pas dans les bases de données publiques. Ces lacunes sont subtiles, elles ne sautent pas aux yeux. Il faut savoir ce qu'on cherche pour les remarquer. Moi, je savais. J'ai aussi observé les décisions institutionnelles. Pourquoi le programme Apollo a-t-il été arrêté si brutalement? La raison officielle, le coût, ne tient pas à l'examen. Le budget de la NASA était encore substantiel en 1972. D'autres missions étaient planifiées, les équipements étaient prêts, les équipages entraînés. L'arrêt a été soudain, presque précipité. Pourquoi aucune mission n'a-t-elle jamais été planifiée pour explorer la face cachée de la Lune de manière approfondie? 50 ans d'exploration spatiale, et personne n'a jamais proposé sérieusement d'y établir une base, d'y envoyer des rovers, d'y poser des instruments scientifiques de longue durée. Pourquoi les projets de retour sur la Lune, Constellation, Artemis, prennent-ils tant de temps à se concrétiser? Les technologies existent, les financements sont disponibles, et pourtant, décennie après décennie, les échéances sont repoussées, les programmes révisés, les priorités réévaluées. Ce n'est pas de l'incompétence, ce n'est pas du hasard. C'est une politique non écrite, non formulée, mais systématiquement appliquée. La Lune est un territoire qu'on préfère éviter. En 2019, la Chine a posé Chang 4 sur la face cachée de la Lune. La première mission à atterrir dans cette région depuis le début de l'exploration spatiale. J'ai suivi cette mission avec une attention particulière. Le site d'atterrissage était le cratère von Karman dans le bassin Paul-Sudetken. Une région spécifique, délimitée, loin de certaines zones que j'aurais pu identifier sur une carte si j'avais encore été capable de me souvenir clairement de ce que j'avais vu. Les images transmises par le rover U-2 montraient un paysage lunaire banal, du régolithe clay, des roches éparses, des ombres normales, cohérentes avec la position du soleil. Rien d'inhabituel, mais je me suis demandé pourquoi ce site avait été choisi. Je me suis demandé si les Chinois savaient. Je me suis demandé s'ils évitaient certaines régions pour les mêmes raisons que nous. Je ne le saurais probablement jamais. J'ai aussi observé les comportements individuels. Les astronautes qui ont participé aux missions orbitales lunaires ont suivi des trajectoires diverses après leur retour sur Terre. Certains ont continué des carrières brillantes dans l'aviation, les affaires, la politique. D'autres se sont retirés, ont disparu de la vie publique, ont choisi l'anonymat. Mais il y a un point commun. Aucun d'entre eux ne parle de la face cachée. Jamais. Dans les milliers d'heures de témoignages, d'interviews, de conférences, le sujet n'est pas abordé. Comme si cette partie de la Lune n'existait pas. Comme si ces 47 minutes de blackout, répétées orbite après orbite, n'avaient laissé aucune impression. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Quand un être humain vit une expérience intense, quelle qu'elle soit, il en parle. C'est dans notre nature. Nous avons besoin de partager, de raconter, de mettre des mots sur ce que nous avons vécu. Le fait que personne n'en parle est la preuve la plus forte que quelque chose s'est passé. Le silence est aussi éloquent que les mots.
Au fil des années, j'ai reconstitué un tableau, incomplet, fragmentaire, mais cohérent. Depuis les premières missions orbitales, quelque chose a été observé sur la face cachée de la Lune. Quelque chose qui ne correspondait pas aux attentes. Quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par la science connue. Ce quelque chose a été photographié, enregistré, documenté. Mais ces documents ont été classifiés, cachés, effacés des archives publiques. Les astronautes qui l'ont vu ont été débriefés, interrogés, soumis à des évaluations psychologiques. Ceux qui parlaient trop ont été écartés, discrédités, réduits au silence. Et une politique a été mise en place. Une politique de non-retour. Une politique d'évitement. Une politique qui persiste encore aujourd'hui, 50 ans après la dernière mission Apollo. La Lune n'est pas un corps céleste comme les autres. La face cachée n'est pas une région comme les autres. Et ce qui est là-bas n'est pas quelque chose que l'humanité est prête à affronter. Je vais maintenant essayer de décrire ce que j'ai compris. Ce ne sera pas facile. Les mots sont des outils imparfaits pour des réalités qui dépassent notre compréhension. Ce que je vais écrire sera nécessairement incomplet, approximatif, insuffisant. Mais je dois essayer. Ce qui est là-bas n'est pas une créature. Le mot créature implique une biologie, une évolution, une origine dans les processus naturels de la vie. Ce qui est là-bas n'a pas de biologie. Il n'a pas évolué. Il n'est pas né. Ce qui est là-bas n'est pas une structure. Le mot structure implique une construction, un plan, une intention de bâtir. Ce qui est là-bas n'a pas été construit. Il n'a pas de plan. Il n'a pas été voulu par une intelligence au sens où nous comprenons ce terme. Ce qui est là-bas n'est pas une énergie. Le mot énergie implique un phénomène physique, des ondes, des particules, des forces quantifiables. Ce qui est là-bas ne peut pas être mesuré. Il ne peut pas être détecté par des instruments. Il existe en dehors des catégories de la physique. Ce qui est là-bas et je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose, c'est réel, c'est présent. Mais les catégories que nous utilisons pour organiser la réalité ne s'appliquent pas à lui. J'ai réfléchi pendant des décennies à la meilleure façon de le décrire. La métaphore la plus proche que j'ai trouvée est celle d'une empreinte. Imaginez que l'univers, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, soient une surface, comme une feuille de papier. Cette surface a une épaisseur, une texture, des propriétés définies. Imaginez maintenant qu'un objet d'une autre nature, quelque chose qui n'appartient pas à cette surface, soit pressé contre elle. L'objet lui-même ne fait pas partie de la surface. Il existe dans une dimension différente, selon des règles différentes. Mais là où il touche la surface, il laisse une empreinte, une déformation, une trace de sa présence. Ce qui est là-bas, sur la face cachée de la Lune, est une empreinte de ce type. Ce n'est pas la chose elle-même. La chose elle-même est ailleurs. Ailleurs n'étant pas un lieu, mais une catégorie d'existence que nous ne pouvons pas concevoir. Ce qui est là-bas est l'endroit où cette chose touche notre réalité. L'endroit où son existence laisse une marque dans le tissu de l'univers que nous habitons. Cette métaphore est imparfaite. Toutes les métaphores le sont. Mais c'est la plus proche de la vérité que j'ai réussi à formuler. Cette chose, cette présence, cette empreinte est ancienne. Quand je dis ancienne, je ne parle pas de millions d'années, je ne parle pas de milliards d'années. Je parle d'un temps que notre esprit ne peut pas concevoir, un temps qui existait avant que le temps lui-même ait un sens. Elle était là avant la formation de la Lune, avant la formation de la Terre, avant la formation du Soleil. Elle était peut-être là avant la formation de l'univers, si le concept de « avant » a un sens dans ce contexte. Elle ne vieillit pas. Elle ne change pas. Elle ne se dégrade pas. Elle est simplement là, immuable, éternelle, indifférente au passage du temps. J'ai passé beaucoup de temps à me demander ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce que sa présence signifie pour nous. Je n'ai pas de réponse certaine, mais j'ai des intuitions. Je pense qu'elle observe. Non pas au sens où un être vivant observe, avec des yeux, une conscience, une intention de comprendre, mais au sens où un phénomène naturel observe, comme la gravité observe la masse, comme la lumière observe l'espace qu'elle traverse. Elle est consciente de ce qui l'entoure, pas au sens humain du terme, mais d'une manière qui lui est propre, qui nous est incompréhensible. Je pense aussi qu'elle attend, encore une fois, pas au sens humain. Elle n'attend pas quelque chose en particulier.
Elle n'a pas d'objectif, de plan, de but. Elle attend simplement, comme une pierre attend, comme une étoile attend, comme l'univers lui-même attend. Et je pense qu'elle stabilise quelque chose dans le tissu de la réalité. Quelque chose qui, sans sa présence, se défrait, se désintégrerait, cesserait d'exister de la manière que nous connaissons. Je ne peux pas prouver cette dernière intuition. Je ne peux même pas vraiment l'expliquer. Mais quand je regardais cette empreinte, là-bas, sur la face cachée, j'avais la sensation que quelque chose était maintenu en place, que quelque chose était préservé, que quelque chose qui aurait dû changer, évoluer, se transformer, était figé dans un état stable depuis des éternités. Ce qui est là-bas n'est pas hostile. Je veux insister sur ce point parce que c'est peut-être le plus important. Il n'y a pas de menace au sens où nous comprenons ce terme. Pas d'invasion à craindre, pas de guerre à préparer, pas de destruction imminente. La chose n'a aucune intention de nous nuire. Elle n'a aucune intention tout court, au sens où nous comprenons ce terme. Elle existe, simplement, comme une montagne existe, comme un océan existe, comme le vide entre les étoiles existe. Elle n'est pas notre ennemi, mais elle n'est pas non plus notre amie, elle est indifférente. Totalement, absolument, fondamentalement indifférente à notre existence. Nous sommes pour elle ce qu'une bactérie est pour une galaxie. Une forme de vie si petite, si éphémère, si insignifiante qu'elle ne mérite même pas d'être remarquée. Et c'est peut-être ça, le plus effrayant. La face cachée de la Lune sert de zone de confinement, pas au sens d'une prison. La chose n'est pas enfermée là-bas, retenue contre sa volonté. Elle est simplement là parce que c'est l'endroit où son empreinte touche notre réalité. La Lune est toujours synchronisée avec la Terre. Sa rotation est exactement égale à sa révolution, ce qui fait que la même face est toujours tournée vers nous. C'est un phénomène naturel, nous dit-on, le résultat des forces de marée sur des milliards d'années. Peut-être, ou peut-être que c'est autre chose. Peut-être que la Lune a été positionnée ainsi par des forces que nous ne comprenons pas, pour des raisons que nous ne pouvons pas concevoir, pour que cette empreinte soit toujours tournée vers le vide. Toujours cachée de la Terre, toujours protégée des regards. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas le prouver. Mais plus j'y pense, plus cette hypothèse me semble cohérente avec les faits. La face cachée est un bouclier, un écran, une barrière entre ce qui est là-bas et ce qui vit ici. Et pendant des milliers d'années, cette barrière a fonctionné. Jusqu'à ce que nous décidions d'aller voir de l'autre côté. Je comprends maintenant pourquoi ils ont gardé le secret. Ce n'est pas une conspiration malveillante, ce n'est pas un gouvernement corrompu cherchant à cacher la vérité au peuple pour des raisons de pouvoir. C'est quelque chose de plus simple, de plus fondamental. C'est de la quarantaine. Imaginez ce qui se passerait si cette information devenait publique. Imaginez l'annonce. Nous avons découvert quelque chose sur la face cachée de la Lune, quelque chose d'ancien, quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui est là depuis avant le début de l'univers. Imaginez la réaction. D'abord l'incrédulité. Les gens refuseraient de croire. Ils penseraient à une manipulation, une fake news, une blague élaborée. Rien dans leur expérience quotidienne ne les prépare à accepter l'existence de quelque chose comme ça. Puis, pour ceux qui commenceraient à croire, la panique. Pas la panique rationnelle face à une menace identifiée. Comment se protéger, comment fuir, comment combattre. La panique existentielle. La panique de ceux qui réalisent soudain que leur compréhension du monde est fausse, que l'univers est plus vaste, plus étrange, plus incompréhensible qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et puis la curiosité. Irrésistible, la fatale curiosité. Des millions de personnes braqueraient leur télescope vers la Lune, essayant de voir, de comprendre, de percevoir cette chose dont tout le monde parle. Des milliardaires financeraient des missions privées vers la face cachée. Des scientifiques exigeraient des expéditions, des études, des observations approfondies. Et ce qui arriverait ensuite, je ne peux pas le prévoir avec certitude. Mais je peux deviner. La chose qui est là-bas n'est pas hostile, mais elle est incompatible avec l'esprit humain. Notre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour traiter certains types d'informations, des formes, des mouvements, des relations causales, des patterns prédictibles. Notre conscience est un outil de survie, façonné par la sélection naturelle pour naviguer dans un monde physique, obéissant à des règles physiques. La chose n'obéit pas à ces règles.
Elle n'existe pas dans les catégories que notre cerveau utilise pour organiser la réalité. Quand nous la regardons, quand nous essayons vraiment de l'apercevoir, notre conscient, il essaie de la faire entrer dans des cases qui ne lui correspondent pas. Il se tord, se déforme, se brise. Ce n'est pas une métaphore. C'est un phénomène neurologique réel. L'observation prolongée de cette chose modifie le cerveau. Pas physiquement. Il n'y a pas de lésion visible, pas de tumeur, pas de dégénérescence, mais fonctionnellement. Les connexions neuronales se réorganisent. Les schémas de pensée se transforment. La perception elle-même s'altère. Les rêves en sont le symptôme le plus visible. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a des changements plus profonds. Des modifications dans la façon de percevoir le temps, l'espace, la causalité. Des intuitions qui surgissent de nulle part. Des compréhensions momentanées de choses qu'un esprit humain normal ne devrait pas pouvoir concevoir. Ces changements sont permanents. Ils sont progressifs. Et ils sont irréversibles. Maintenant, imaginez ces changements à l'échelle d'une civilisation. Imaginez des millions de personnes exposées, directement ou indirectement, à cette chose. Imaginez leur cerveau qui se modifie lentement, subtilement. Imaginez une génération entière dont la perception du réel commence à diverger de celle des générations précédentes. Imaginez ce que deviendrait notre société, notre science, notre art, notre politique, notre sens même de ce qui est vrai, de ce qui est réel, de ce qui a de la valeur. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait, je ne peux pas le prédire, mais je sais que ce ne serait plus humain, pas au sens où nous l'entendons, ce serait autre chose, quelque chose de différent, quelque chose d'incompréhensible pour ceux qui n'auraient pas été exposés. Les premiers à comprendre le danger ont fait un choix, garder le secret, limiter l'exposition, éviter la contamination. C'était peut-être le bon choix, c'était peut-être le mauvais. Je ne suis plus capable de juger, mais c'est le choix qu'ils ont fait et que nous avons tous maintenu pendant plus de 50 ans. La contamination cognitive n'est pas une métaphore. C'est un terme technique, je suppose, même si je n'ai jamais vu le document officiel utilisé. C'est le terme que j'utilise dans ma tête pour décrire ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé à tous. La simple observation de cette chose, même brève, même partielle, laisse une trace, une empreinte dans l'esprit, analogue à l'empreinte que la chose elle-même laisse dans la réalité. Cette trace ne s'efface pas. Elle se développe. Lentement, au fil des années, elle prend de l'ampleur, se ramifie, s'étend dans des régions de la conscience où elle n'avait pas été invitée. Les rêves, les moments de compréhension, les modifications de la perception. Tout cela est le résultat de cette trace qui grandit, qui évolue, qui transforme l'esprit qui la porte. Je suis contaminé, je le sais, je l'ai su depuis le début, sans vouloir me l'avouer. Et maintenant, en écrivant ces mots, je contamine peut-être d'autres personnes. C'est le risque de ce témoignage. Je ne sais pas si les mots peuvent transmettre la contamination. Je ne sais pas si le simple fait de lire ce que j'ai écrit peut créer une trace dans l'esprit du lecteur. Peut-être que non. Peut-être que les mots sont des filtres suffisants, des abstractions suffisamment éloignées de la réalité pour ne pas porter la charge de ce qu'ils décrivent. Peut-être que oui. Peut-être que quelque chose dans ces phrases, quelque chose que je ne contrôle pas, que je ne perçois pas, transmet une fraction de ce que j'ai vécu. Une graine qui pourrait germer avec le temps dans un esprit réceptif. Si c'est le cas, je suis désolé. Je suis désolé pour ce que je vous fais subir en écrivant ceci. Mais je suis trop vieux, trop malade, trop fatigué pour garder le silence plus longtemps. Le silence m'a protégé pendant 52 ans. Maintenant il m'étouffe. Je dois parler. Même si parler est dangereux. Même si parler a des conséquences que je ne peux pas prévoir. Je suis assis dans mon bureau, devant mon ordinateur, à 3 heures du matin. La maison est silencieuse. Ma femme est morte depuis 12 ans. Mes enfants vivent à l'autre bout du pays. Je suis seul, comme je l'ai été la plupart de ma vie, même quand j'étais entouré de gens. Par la fenêtre, je peux voir la lune. Elle est presque pleine cette nuit. Un disque blanc dans le ciel noir, lumineux et froid. La face visible, bien sûr, toujours la face visible. L'autre côté tourné vers le vide, comme il l'a toujours été, comme il le sera toujours. Je la regarde différemment maintenant qu'il y a 50 ans. Avant, quand j'étais enfant, la lune était un rêve, un objectif lointain,
homme antique, le symbole de tout ce que l'humanité pouvait accomplir si elle osait viser haut. Maintenant, la Lune est autre chose. Elle est une porte, une frontière, une limite que nous avons franchie sans comprendre ce que nous faisions, et que nous avons eu la sagesse, ou la lâcheté, de ne plus jamais franchir. Je vais mourir bientôt. Des médecins ne me donnent plus de délai. Ils ont cessé de prétendre qu'ils peuvent prédire quoi que ce soit. Ils se contentent de gérer la douleur, de maintenir le confort, d'attendre avec moi la fin qui approche. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas effrayé. J'ai eu 52 ans pour me préparer à ce moment. 52 ans pour comprendre ce que j'avais vu, ce que cela signifiait, ce que cela impliquait pour ma vie et pour ma mort. Je sais maintenant que ce que j'ai vu là-bas m'a suivi. Il m'a suivi à chaque instant depuis ce jour de décembre 1972. Il a été là dans mes rêves, dans mes pensées, dans les recoins de ma conscience où je ne pouvais pas le voir directement. Il m'a changé. Lentement, imperceptiblement. Il m'a rendu différent de ce que j'aurais été si je n'avais jamais regardé dans cette dépression sur la face cachée de la Lune. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Je ne sais pas si les changements qu'il a apportés m'ont rendu plus sage ou plus fou, plus proche de la vérité ou plus éloigné d'elle. Je sais seulement qu'ils sont réels, qu'ils font partie de moi, qu'ils mourront avec moi dans quelques semaines ou quelques jours. Je publie ce témoignage en sachant ce que je fais. Je sais que certains lecteurs le rejetteront immédiatement. Les délires d'un vieil homme malade. Les fantasmes d'un esprit dérangé par des décennies de solitude et de secrets. C'est peut-être ce que c'est. Je ne peux pas prouver le contraire. Je sais que d'autres lecteurs seront intrigués. Ils chercheront des preuves, des confirmations, des indices dans les archives publiques et les témoignages d'autres astronautes. Ils ne trouveront que des fragments, des lacunes, des silences. Ce sera frustrant pour eux et je m'en excuse. Je sais que quelques lecteurs, très peu, comprendront. Pas parce qu'ils ont vu ce que j'ai vu. Pas parce qu'ils ont des preuves que je n'ai pas, mais parce que quelque chose en eux reconnaîtra la vérité de ces mots. Une résonance. Un écho. Une vibration dans les profondeurs de leur conscience qu'ils ne savaient pas posséder. Pour cela, j'ai un message. Ne cherchez pas à en savoir plus. Je sais que c'est contre-intuitif. Je sais que la curiosité est une des qualités les plus nobles de l'esprit humain. Je sais que refuser de chercher la vérité ressemble à de la lâcheté, à de l'ignorance volontaire, à une trahison de tout ce qui fait de nous des êtres pensants. Mais certaines vérités ne sont pas faites pour nous. Ce qui est là-bas, sur la face cachée de la Lune, n'est pas un mystère à résoudre, c'est une limite à respecter, une frontière qu'il ne faut pas franchir. L'univers est vaste. Il contient des merveilles que nous pouvons explorer, comprendre, célébrer. Il contient aussi des choses qui nous dépassent, des choses qui ne sont pas pour nous, des choses dont la simple connaissance nous changerait d'une manière que nous ne pourrions pas supporter. La sagesse n'est pas de tout savoir. La sagesse est de savoir ce qu'il ne faut pas chercher à savoir. Je vais terminer ce témoignage maintenant. L'aube approche. La lune descend vers l'horizon occidental, son éclat pâlissant devant la lumière grandissante du soleil. Bientôt, elle aura disparu, et le jour prendra sa place, avec ses routines et ses certitudes rassurantes. Je vais fermer ce document. Je vais l'envoyer à quelques personnes que j'ai choisies avec soin, des gens qui sauront quoi en faire, qui sauront comment le diffuser sans se mettre en danger. Et puis j'irai me coucher. Je fermerai les yeux. Et peut-être, si j'ai de la chance, je ne rêverai pas. Ou peut-être que je rêverai une dernière fois. Peut-être que je me retrouverai dans le module de commande, flottant dans le silence de l'espace, regardant par le hublot vers cette dépression circulaire sur la face cachée. Et peut-être que cette fois, dans le rêve, je comprendrai enfin, vraiment, complètement, et que cette compréhension m'accompagnera dans ce qui vient après. Ce qui est là-bas n'est pas notre ennemi, ce qui est là-bas ne nous veut pas de mal. Mais ce qui est là-bas n'est pas pour nous. Certains d'entre vous oublieront ce que vous venez de lire. Demain, ou dans une semaine, ces mots auront perdu leur poids. Ils deviendront un souvenir vague, une histoire bizarre lue sur Internet, quelque chose qui semblait important sur le moment mais qui s'est dissous dans le flux incessant de la vie quotidienne. Vous aurez de la chance. D'autres n'oublieront pas.
D'autres porteront ces mots avec eux, les tourneront et les retourneront dans leur esprit, chercheront des réponses à des questions qu'ils ne devraient pas poser. Pour cela, je n'ai qu'un dernier conseil, ne regardez pas trop longtemps vers la lune. Elle regarde aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.